Studio Balado. Être un homme, saison 2. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 4, le premier rapport amoureux de Karim. Karim a vécu sa première expérience amoureuse avec un garçon de 10 ans son aîné. Karim n'appelle pas ça une relation mais un rapport, parce que ce n'était pas dans un cadre monogame. Karim était amoureux et a eu peur d'être remplacé. Alors, comment prendre le risque d'aimer sans s'abîmer ? Karim a 24 ans et il se définit comme homosexuel. Il est très grand, très poilu et il a une grosse touffe de cheveux bouclés. Il a des yeux en amande et de très longs cils. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Balade de quartier, ça a commencé comme ça. Juste avant de partir en activité, je faisais à ce moment-là de la boxe. Et juste avant d'aller à la boxe, j'allais rencontrer quelqu'un avec qui j'avais discuté il y a peu sur les plateformes, on les connaît. Et donc voilà, c'était juste une petite balade de quartier sympathique dans le grand froid de Bruxelles. Et donc tu le rencontres ? Je le rencontre et on a marché ensemble et c'était une impression d'un bon rapport amical. Tu le revois combien de temps après ? La même semaine, je dirais durant le week-end, matin, je devais donner cours de néerlandais à une élève. Et du coup, voilà, on avait prévu de se mater les Simpsons après mon cours avec mon élève. Et puis juste après ça, je l'ai rejoint et la grande surprise, c'est qu'on n'a pas regardé les Simpsons en fait. Et donc votre amitié est devenue une romance ? Ouais, on peut dire ça. Ça s'est fait de manière assez spontanée et inattendue parce que très sincèrement, je pensais que j'étais mis dans la friend zone et ça me convenait. Et pour finir, en fait non, on a su se lier et puis on a su démarrer, je dirais, un sympathique rapport amoureux à première vue. Comment vous êtes liés ? Normal quoi. Enfin, c'est-à-dire que déjà, je partageais un lit avec quelqu'un. Ça semble banal, mais pour moi, c'est quand même c'est assez fort symbolique. Hein. Je vais pas partager mon lit avec un PCR, comme je dirais. Un PCR, c'est plan cul régulier. Voilà, pour moi, ça quand même, ça me prépare un peu psychologiquement. Donc, le fait de me présenter ce genre de possibilités d'entrée de jeu, pour moi, me donne quand même le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui se forme. En tout cas, voilà, c'est comme ça que mon attache romantique s'est formée d'emblée, c'est de pouvoir partager l'intimité, c'est pouvoir se lever le matin, c'est pouvoir se faire un café mutuellement, c'est pouvoir se faire à manger, c'est participer au repas, c'est tous ces petits moments en fait qui semblent anodins et qui créent et qui participent, qui cultivent le sentiment amoureux d'entrée de jeu. On n'est pas dans le quotidien de chacun. C'est beaucoup quand même. On était trop occupés en tout cas pour se voir quotidiennement. Impossible. Mais c'est vrai qu'on discutait pas mal quasi quotidiennement, je dirais. Mais quotidiennement, non. Des activités, ce qui est cool, c'est que une de ses qualités, c'est qu'il avait quand même un aspect très social. Et ça, c'est cool. Et du coup, il proposait pas mal de trucs. Enfin, on a fait quand même des trucs sympas. Je sais pas. Voilà, il est familier avec les différents événements qui se passent à Bruxelles et qui peuvent être intéressants, surtout en termes de culture. Donc, il m'a fait découvrir pas mal de trucs. Donc, activités culturelles en tout genre, café, trucs comme ça, manger ensemble. Enfin, ça semble banal et anodin, mais c'est comme ça qu'on s'est liés. Donc pour toi, Karim, c'était ta première relation amoureuse à 24 ans ? Je sais pas si c'est ma première relation amoureuse, parce que j'ai déjà eu des rapports romantiques avec des gens. C'est juste que, vu que c'est pas dans un cadre monogamique, j'ai jamais défini ça comme une relation. Parce que si on définit une relation comme un truc monogame, j'ai jamais eu ça de ma vie. Donc, d'ailleurs, ce qu'on avait n'était pas monogame. Donc, je sais même pas si on peut qualifier ça de relation. Ce qui est sûr, c'est que j'avais bien un rapport amoureux avec cette personne. Enfin, c'était une personne avec qui je partageais une romance et vis-à-vis de laquelle j'accordais beaucoup de valeur. C'était un degré de romance, de confort et d'excitation que j'avais pas vécu depuis presque peut-être jamais, je pense, jamais, ouais. Tu étais amoureux ? Ouais, yes, ce truc-là, cette chose. Ouais, non, j'ai écrit des poèmes. Non, je rigole pas. Et genre, je lui écris des trucs, je lui écris des lettres, que ce soit dans la détresse ou que ce soit dans l'excitation, dans la flamme de la passion. J'ai écrit
des lettres pour lui exprimer le fait que je l'aimais beaucoup. Et ce qui était cool, c'est qu'il les a acceptées. Moi, je m'attendais vraiment au rejet, en fait. Je m'attendais vraiment au rejette-moi. Comme ça, je peux passer à autre chose. Et du coup, je me dis, ok, je m'attends au rejet. Avec cette lettre remplie de passion, remplie de feu, remplie de, voilà, de cette fougue jeunesse. Je me dis, voilà, cet individu qui a un certain âge, il va être là en mode, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Va-t'en loin. Voilà. Ça, c'est l'attente. Et en fait, non, c'est pas ce qui s'est produit. Il a trouvé une certaine forme de beauté dans ses écrits ou dans cette sincérité. Et c'est là, en fait, que je me suis senti vraiment bien et je me suis dit, OK, bon, c'est pas tout à fait clair, mais j'ai quand même envie d'essayer ce truc. Et donc, j'ai essayé ce truc. Et ouais, donc j'ai continué à le voir et donc voilà, on a continué à partager nos moments du quotidien, quoi. J'ai vu ses amis, il a pas vu les miens, mais j'ai partagé un petit peu de sa vie et j'ai essayé de m'insérer dans son quotidien social le plus possible, quoi. De base, c'était pas monogame, hein. Bon, je connais pas la monogamie, donc c'est quelque chose qu'on peut considérer, pourquoi pas. Donc non monogamie sexuelle. Déjà, le terme qu'on employait en fait pour un peu qualifier nos rapports, c'était le fait de amoureux. Tu es mon amoureux, je suis ton amoureux, etc. Ça a l'air très charmant comme terme, et pourquoi pas. C'est juste qu'à un moment donné, ça me donnait trop de questionnements. J'avais besoin de clarification, j'avais besoin d'un cadre en fait. Parce qu'autrement, ça me met trop d'incertitude. Ça me met trop d'anxiété parce que ça me donne le sentiment d'être remplaçable. Au début, ça allait parce que j'étais pas mal occupé, j'avais mes trucs, j'avais mes voyages, j'avais mes activités à faire, j'avais mes études. Donc, en première phase, si on doit couper le rapport en deux phases, première phase, ça allait très bien parce que chacun avait ses trucs. Donc, j'avais la possibilité d'avoir mon esprit occupé par d'autres éléments de ma vie lorsque j'aurais pu me poser des questions sur le rapport que j'avais avec cette personne. Disons ça. Et en fait, à un moment donné, lorsque les choses se sont un peu plus calmées, que j'étais plus posé à Bruxelles, c'est là que se sont posées des questions au niveau de, en fait, je sais pas si j'ai ma légitimité avec cette personne. Parce que, ok, je suis amoureux, mais j'ai l'impression d'être remplaçable, en fait. Sexuellement, je m'en fiche d'être remplaçable, pour être honnête, parce que j'ai jamais connu la monogamie absolue. Mais romantiquement, ça craint un peu de se sentir remplaçable. Peut-être que c'était pas l'intention de la personne, mais au final, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça s'est amplifié lorsque j'ai compris que la personne était intéressée par le polyamour. Et c'est là où j'ai compris que je pouvais accepter la marchandisation sexuelle, mais que je pouvais pas accepter la marchandisation romantique. Et que je me forçais dans un truc qui me faisait du mal. Au début, j'étais quand même indécis. J'avais quand même envie de me dire, j'ai quand même envie d'essayer. Oh, ça me fait mal. Parce que j'ai dit, écoute, je suis en deuil, en fait, là. Quand on arrive vers la fin, je lui dis, écoute, là, je regarde les photos qu'on a eues, les moments qu'on a partagés, etc., qu'on a immortalisés. Je suis en deuil. Je me sens déchiré de l'intérieur. J'ai vraiment employé ce terme-là pour dire à quel point, voilà. Et la personne, elle se sentait malheureuse pour cette situation-là, aurait voulu y remédier, mais voilà, j'étais en deuil, j'ai passé au travers de ce deuil et j'ai compris que on peut que être amis en fait, parce que je peux pas me permettre de m'immortaliser dans un rapport amoureux qui me fait me sentir remplaçable romantiquement. Voilà, c'est pas mon désir, c'est pas mon besoin est compromis en termes de fiabilité, de loyauté, de support. Donc, même si on est dans une certaine mesure amoureux, en tout cas surtout moi, et peut-être compatible, on n'est peut-être pas fait pour être ensemble, tout simplement. Et ainsi soit-il. Il y a eu la discussion du fait que la personne souhaitait vraiment explorer le polyamour. Moi, je sais pas trop ce que c'est, pour être honnête. Mais j'essaie d'être le plus sensé par rapport à ça. Au sens que la personne est une personne quand même qui est assez occupée, qui a une vie sociale assez active, qui se plaint des fois d'avoir un temps et une énergie limitée, ce que je peux comprendre. Et en plus de ça, qui souhaiterait faire de nouvelles découvertes, entretenir de nouveaux rapports. Et ça, c'est quelque chose qui m'a blessé dans mon ego. On va pas se mentir. Le propos de ce que j'ai compris d'elle, c'est que l'amour est infini. Moi, ma perception là-dessus, c'est que l'amour, pour moi, est dérisoire dès lors qu'il n'est pas exprimé par l'énergie et le temps nécessaires et dédiés pour pouvoir créer les moments qui y sont liés. C'est là où l'amour prend tout son sens, sa valeur et qui prend forme dans la réalité. Dès lors qu'il n'y a pas ça, voilà, ça semble très discours religieux ou philosophique et ça m'intéresse pas. Et j'ai compris que dès lors que la personne a une énergie limitée, un temps limité à sa disposition, que moi je me sens remplaçable romantiquement, que mieux vaut tout simplement me retirer de l'équation pour lui permettre d'explorer ses ambitions et qu'on n'a juste pas les mêmes ambitions. Et voilà. Et donc la question de l'amitié s'est posée. Je l'ai acceptée dans un premier temps et puis
Et puis j'ai préféré tout simplement couper les liens assez brutalement, même si je savais que ça allait blesser la personne, parce que j'avais besoin de prendre de la distance dans une situation où l'individu prend tellement de place dans mon esprit et j'occupe tellement peu de place dans l'esprit de l'autre. C'est quand même difficile à encaisser. J'ai besoin de passer à autre chose, besoin de créer d'autres activités, besoin de passer à autre chose. Passons à autre chose. Donc voilà, s'il faut mettre à l'écart pour pouvoir reprioriser son quotidien, ses ambitions académiques ou professionnelles, faut le faire. C'est ce qui s'est passé. Le blocage a été assez immédiat et ça a été vraiment une belle délivrance. C'était nécessaire. Vous écoutez Être un homme, saison 2, Studio Balado. Qu'est-ce que cette première expérience amoureuse dit de toi, Karim ? Dire, je sais pas, mais en tout cas, ça contribue à des choses en moi qui existent déjà. Je dirais l'assertivité, essentielle. Surtout, en fait, dans des relations où il y a des écarts d'âge comme ça qui sont quand même arrivés dans ma vie. Je pense que c'est vraiment essentiel pour pouvoir maîtriser la puissance du non. Et du non, N-O-N. No, la puissance du non. Voilà, parce que c'est facile, dans le but de faire plaisir à quelqu'un qui nous est cher, c'est facile de renoncer à ses besoins. C'est dangereux de s'engager dans un tel rapport avec des ascendants, surtout avec l'âge et l'expérience et l'influence, lorsque tu n'es pas en capacité d'être assertif vis-à-vis de tes besoins. C'est là où je veux en venir. Donc je pense que ce rapport a contribué à mon assertivité. C'est-à-dire que même si le charme et la tentation du devenir est intéressant, si j'ai le sentiment que nos visions sont différentes à un point que ça compromet mes besoins en tant qu'humain, en tant que garantie amoureuse et de vision amoureuse, je vais me rétracter de l'équation. C'est tout. Et c'est pas un mal. Et ça arrive. Et ça me va. En quoi il avait de l'ascendant sur toi ? Déjà, c'est simple. C'est le fait que la personne occupe plus d'attention et de place dans mon esprit que je n'en occupe dans le sien. Par conséquent, ça fait que j'ai plus envie ou je suis plus enclin à renoncer à des limites à moi ou à mon cadre. Et que le cadre de la personne est plus susceptible de prôner sur le mien. Voilà, en fait, de prendre de la place par rapport au mien. C'est ainsi que avec l'âge, dans son discours, elle a plus de facilité à exercer l'ascendant sur moi. Au sens que, bon, tu vas me dire l'amour, mais si j'avais été un peu plus clairvoyant et que j'avais senti peut-être un peu plus tôt, j'aurais juste compris qu'on n'a juste pas des visions similaires et que la vision de la personne, elle empiète sur la mienne, elle n'est pas compatible avec la mienne. Et du coup, la seule façon, la meilleure solution à faire, aussi grand que le deuil puisse être, c'est de prendre son départ et de prendre le train à Dunkerque et que ce soit un aller simple. Il y a des fois où j'avais vraiment, des fois, socialement parlant, je voulais vraiment me rétracter, m'effacer, etc., machin. Alors que voilà, pour lui, il savait pas d'être et que c'était plus clair, que ma condition d'amoureux était plus claire, etc. Donc peut-être que je fais aussi partie du problème, tout simplement. Je fais partie du problème, que pour lui c'était clair. Donc je vais pas commencer à antagoniser, à le diaboliser. Non, c'est pas le cas. C'est pas une personne diabolique, loin de là. C'est juste que nos visions ne s'accordaient pas et que pour la personne c'était clair et que pour elle, la façon dont les choses se déroulaient était claire et que pour moi, dans la façon dont moi j'ai interprété les choses, ma position était fragilisée ou remplaçable. Et que peut-être que c'était pas le cas pour la personne. Mais la façon dont les choses se sont déroulées font que voilà quoi. Mais c'est juste que les conditions du jeu ne me faisaient pas du bien psychologiquement. Et peut-être que c'était pas la réalité. Mais c'est comme ça que je le ressentais. Et pour terminer, sur la question de la loyauté ? Super important. Et c'est pour ça que à la fin ça collait pas. C'est-à-dire que peut-être que c'est mon interprétation de la réalité. Mais voilà, j'aime bien me penser comme un individu qui fait du sens dans ses pensées. Et alors, c'est juste que pour moi, ça faisait pas de sens à la fin. Polyamour, voilà, dans l'idée. Peut-être que c'est beau, ça fait sens, peut-être pour certains, voilà. Mais pour moi, ça fait pas de sens. Au sens que la non-monogamie sexuelle, pourquoi pas, ainsi soit-il, grand bien vous fasse. Mais la non-monogamie romantique, putain, c'est dur à encaisser, quoi. Parce que c'est vraiment, en tout cas, comment je le ressens, c'est une forme de non-loyauté. Et c'est dur, c'est la marchandisation sexuelle, pourquoi pas, mais la marchandisation romantique, c'est chaud. Enfin, moi, personnellement, c'est un coup dans mon ego. Et mon ego n'est pas compatible avec le fait de ne pas être loyable à mon égard sur la question romantique du terme. C'est beaucoup trop important. J'y accorde beaucoup trop de valeur
pour que mes rapports amoureux soient interchangeables et remplaçables. Et ça, c'est la conclusion de ce rapport amoureux, quoi. C'est pour ça que ça s'est terminé. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. Être un homme est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssaoui, Temba Bébé, Philippe Moquel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee/être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio@studiobalado.com. Merci pour votre écoute. À bientôt.